Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode d'Only Finance, un podcast qui traite de loin ou de près divers sujets financiers. On invite soit des spécialistes, des gens qui viennent partager leur expérience pour venir discuter de finances avec nous. Aujourd'hui, je vais vous avouer que le podcast, c'est vraiment un podcast qui s'est décidé à la dernière minute. En fait, un épisode parce que mon invité qui était prévu pour le mois de mars a dû reporter sa présence. Donc, ça va être très naturel comme discussion. On s'est préparé hier soir un peu un matin. On va parler d'avantages sociaux en entreprise. Chez Finance, on a beaucoup d'entrepreneurs. Donc, c'est rare que je parle d'avantages sociaux parce que on va vous expliquer comment on fonctionne, là, mais c'est pas nécessairement ce que je fais le plus au day-to-day. Mais on a vraiment un volet là, pour les avantages sociaux là, dans notre entreprise. Moi, les avantages sociaux, en fait, pour faire une histoire courte, j'ai commencé en 2015 parce que, en fait, ça fait depuis 2013 là, que je travaille en finance, mais à l'époque, il fallait aller chercher un permis supplémentaire là, pour les avantages sociaux, ce que j'avais obtenu en 2015. Puis, dans un autre cabinet dans lequel j'avais travaillé entre 2016 et 2021, on avait ouvert une autre entreprise, en fait, là, d'avantages sociaux et j'ai dû aider à monter cette entreprise-là. Donc, c'est de là où j'ai débuté, en fait, principalement à mettre en place des régimes d'assurance collective, des rentes collectives. Quand on parle de rentes collectives, là, c'est... Bon, on ne fait pas de fonds de pension, ça, c'est un petit peu plus compliqué, mais nous, on fait des REER collectifs. Fait que c'est différent. On pourrait peut-être aborder un petit peu, là, c'est quoi les différences là, des rentes collectives, là. Mais on va voir si on a le temps de le faire. Donc, ensuite de ça, j'ai créé mon entreprise en 2021. Puis, notre invité aujourd'hui, Stéphane Langlois, en fait, on se connaissait déjà. Je me souviens plus d'ailleurs de où on se connaissait, mais on se connaissait. Puis, je l'ai appelé, en fait, là, pour m'aider avec mes groupes. Donc, il est devenu notre spécialiste à l'interne. Stéphane, il a son entreprise aussi. Mais moi, je crois toujours que plus tu t'entoures de spécialistes, mieux c'est. Tu peux vraiment répondre plus adéquatement là, à l'ensemble des besoins de tes clients. Donc, je l'ai appelé hier et il a accepté de venir faire l'épisode avec moi. Fait qu'on va vous parler un petit peu de c'est quoi notre univers, en fait, là, au niveau des avantages sociaux, comment ça fonctionne, en fait, là, pour les mises en place, différents mythes aussi là, qu'il peut avoir. Fait je peux pas vous dire de quoi qu'on va parler avant, mais c'est sûr qu'on va être capable de remplir là, l'enregistrement au complet. Sur ce, bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur les ondes d'Only Finance, le podcast dynamique et sans tabou où on parle d'argent et de finances avec Caroline Charret, votre conseillère en sécurité financière, représentante en investissement et en assurance et rente collective. Salut Stéphane. Salut Caro. Fait que merci d'avoir accepté mon invitation hier. Ça fait plaisir. On en avait déjà parlé, mais... Tu sais, j'ai tout le temps une liste dans ma tête de personnes que, tu sais, ça serait intéressant, tout ça. Puis là, hier, j'étais comme, hey boy, OK, qui serait peut-être dispo rapidement? Ben, tu sais, pas que t'es pas occupé, là, mais tu sais, je sais que des fois, ça donne que t'es dispo, fait que ça a marché j'avais finalement. Une courte fenêtre, fait que c'était parfait pour te dépanner. Ça m'a fait plaisir. Fait que là, aujourd'hui, on va parler d'avantages sociaux. Tu pourrais commencer à te présenter, puis après ça, ben, je vais parler un peu, tu sais, c'est quoi notre processus, tu sais, à l'interne, dans le cabinet, puis tout ça. Puis voilà, on va y aller go with the flow, comme on a dit tantôt. C'est bon. Écoute, moi, dans la vie, je suis conseiller en assurance collective, un peu comme un courtier. L'assurance collective, fait ça fait 25 ans que je suis dans le domaine. J'ai été assureur dans le début de ma carrière. J'ai travaillé pendant 3 ans, je suis un assureur. Après ça, je suis passé du côté sombre de la force, comme j'aime me dire. Je suis passé comme courtier. Fait que depuis, j'ai travaillé pour des firmes, travaillé pour 2 grosses firmes au Québec, avant de partir mon cabinet en 2011. Puis fait que toujours en assurance collective, je fais pas de l'assurance individuelle, je fais pas de placement individuel, je fais vraiment juste de l'assurance collective depuis 25 ans. Fait que c'est quelque chose qui me passionne encore, que j'aime, puis que j'essaie de transmettre aux gens avec qui je travaille, puis aux entreprises avec qui ils font appel à nos services. Dans le fond, l'assurance collective, ben tu sais, c'est souvent soit le mal aimé pour certains ou le mal connu pour d'autres. Dans les entreprises, il y a des PME. Tu sais, au Québec, on a surtout
une province de PME. Puis que les PME, c'est vraiment difficile de pouvoir avoir une assurance collective à des coûts stables. Puis, donc, c'est un peu l'enjeu principal qu'on vit au Québec. Puis, tu sais, nous, notre cabinet, bien qu'on gère des entreprises de tous les types de grandeur partout au Québec, ça reste que notre créneau principal, je veux dire, c'est les entreprises de 100 et moins. Donc, c'est un domaine qu'on a spécialisé. Fait que c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Fait que, tu sais, oui, parce que j'ai jamais... c'est pas que ça m'intéresse pas de faire des 100 et plus, là. T'sais, si quelqu'un veut m'appeler, c'est correct. mais je trouve que, tu sais, souvent, quand je fais de l'assurance collective, c'est parce que c'est quelqu'un que j'ai aussi au personnel, tu sais, placement, assurance et tout ça. Puis on offre, ce volet-là, tu sais, à l'interne. Mais c'est souvent des PME parce que là, j'ai la relation, tu sais, avec le client. Tandis que des fois, quand des grosses entreprises, ben là, tout le monde se bat. Tu sais, tous les courtiers, premièrement, veulent les avoir, puis ça joue du coude pas mal là, en assurance collective. Plus qu'en individuel, je trouve même. Puis, tu parles tout le temps avec le contrôleur ou la personne au RH. Fait que je trouve que c'est plus... proximité. Oui, c'est ça. C'est plus difficile d'accès. Puis moi, j'aime ça travailler avec les gens que ça concerne aussi, puis qui prennent les décisions. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, en 2021, je t'ai appelé, je t'ai dit, Stéphane, ça te tente-tu de prendre mes groupes dans le sens que, tu sais, nous, on a une maison mère qui est Robin Veilleux, dans le fond. Oui, qui est un back-office, dans le fond. Oui, c'est ça. Exact. Fait que c'est là où la plateforme Excalibur. Fait que ça, c'est vraiment comme un back-office. Ouais. Tu me corrigeras parce que moi, j'ai moins à les toucher, ceux-là, là, parce que ça passe par toi. Puis en fait, là, comment ça fonctionne? Ben, je garde quand même le lien avec les clients. C'est moi qui présente quand même là, soit les renouvellements ou les mises au marché ou tous les documents. Puis, en fait, toi, tu agis à titre de spécialiste dans externe, interne. Là, mais, intermédiaire, qu'on pourrait dire. Intermédiaire. Puis tu gardes le fort quand je suis partie. Dans le fond, l'avantage qu'on a, toi et moi, c'est que nous, on a la proximité des clients que tu amènes. Puis à partir de là, ben moi, j'ai les connaissances en étant dans le domaine depuis 25 ans. C'est vraiment ma spécialité. Mais tu sais, même si ça fait 25 ans que je fais ça, même si j'ai beaucoup de clients partout au Québec, ça reste que chez les assureurs, il y en a une douzaine à peu près dans le marché de l'assurance collective. Puis tu sais, si tu veux avoir accès aux 12 assureurs ou une douzaine d'assureurs du marché, ben il faut que tu sois capable de les nourrir. Il faut que tu sois capable de placer de la business. Là. Donc, quand on est des petits joueurs, parce que bien qu'on soit un moyen joueur, mais on n'est pas un très grand joueur dans le marché de l'industrie de l'assurance collective, ben des fois, c'est bien de s'associer ou de s'affilier avec ou faire des partenariats avec des très gros joueurs qui, eux, ont plus de volume, qui vont nous permettre d'avoir accès non seulement à tous les assureurs, mais aussi à des produits spécialisés, des regroupements, des trucs comme ça qu'on n'aurait pas nécessairement accès. Exact. C'est dur là, de se partir une business pour l'avoir fait, puis avoir vu cet autre côté-là, tu sais, de partir une business d'assurance collective, même pas de Robin Veilleux, puis tout ça, là, c'est... C'est complexe, puis tu sais, c'est complexe en termes de connaissances, c'est complexe en termes de gestion. En fait, c'est pas tant complexe, mais c'est juste d'avoir les outils. Ouais. Quand tu as des outils qui permettent de faciliter le travail autant du tien que celui des clients. Exact. Alors, tu sais, eux, ils ont toutes ces plateformes-là, ils ont tous les outils, ils ont toutes les ententes avec les assureurs. Fait que ça nous ouvre des portes. Exact. Ça nous facilite notre travail à nous, puis ça facilite le travail de nos clients. Fait que, exactement. C'est ça. On s'en sert comme back-office. Fait que c'est comme ça qu'on travaille, toi et moi. C'est ça, exactement. Fait que, c'est ça. Ça fait depuis 2021. Puis qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Fait qu'on va y aller, comme on dit, au fur et à mesure. J'ai envie de parler, en fait, tu sais, les avantages sociaux, ça a toujours existé, du plus loin que je me souvienne. Tu sais, ça fait 13 ans, je pense, je fais ça, mais tu sais, il y en a depuis longtemps, là, c'est ça que je veux dire. Tu as les assurances, tu as les rentes collectives. Fait que, tu sais, si on parle d'assurance, là, c'est le sujet qu'on se fait parler le plus souvent parce que les rentes collectives, ça reste quand même assez simple. Si on a le temps, je vais en parler un petit peu. Mais pourquoi tu dirais que c'est rendu stratégique, tu sais, ce milieu-là? Tu sais, on parle de la pénurie de main-d'œuvre. Il y a des employés là, qui comparent les régimes entre les employeurs. Puis là, ça, c'est ceux qui en veulent, puis tu as ceux qui en veulent pas. T'sais. Exact. Ben, c'est une bonne question. Dans le fond, c'est la question qui revient le plus souvent. C'est-à-dire, tu sais, je disais tantôt, on est dans une province de PME, puis PME, puis dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre surtout. Donc, les employeurs, pour attirer de la main-d'œuvre, pour conserver de la main-d'œuvre, ils doivent offrir quelque chose de plus que le compétiteur à côté. Donc, oui, le salaire, c'est important, mais les employés qui ont des
des obligations financières, qui ont une maison, qui ont des enfants, qui ont une voiture à payer. Ben, s'il leur arrive quelque chose, tu le sais, tu travailles là-dedans. C'est pas la majorité des gens qui ont des assurances salaires. Ben, c'est très coûteux, l'assurance salaire. C'est un nécessaire, mais l'assurance salaire individuelle, je veux pas dire que c'est extrêmement coûteux parce que ça vaut la peine quand même, mais si ton employeur t'offre une base, ben t'as ça de fait, au moins. Là. Fait que c'est pas tout le monde financièrement qui peut se permettre de se procurer une vraie assurance salaire individuelle. Puis en plus des assurances individuelles, il y a des preuves de santé qui doivent être fournies par défaut, alors ce qui n'est pas le cas au niveau de l'assurance collective. Donc, bref, tout ça pour dire que dans un régime d'assurance collective, bien qu'on peut penser que c'est une dépense à première vue, moi, je répète toujours aux employeurs qu'il ne faut pas qu'ils voient ça comme une dépense, mais plutôt comme un investissement dans la sécurité financière de leurs employés, puis concrètement ou parallèlement dans leur propre sécurité financière d'entreprise, parce que s'il n'y a pas d'employé, il n'y a pas d'entreprise. Exact. Puis l'employé qui tombe en maladie, qui a une invalidité quelconque, s'il n'y a pas d'assurance salaire, après l'assurance emploi, chômage maladie, il n'y a plus rien. Techniquement, c'est ça. Faut vraiment que tu sois magané pour avoir la régie des rentes, là, en fait. Là, mais il faut que tu sois une invalidité totale permanente. C'est une autre étape. Mais dans le fond, les avantages... Donc, moi, je répète aux employeurs de dire, arrête de voir ça comme une dépense. Oui, ça va être une dépense pour toi, mais au lieu de verser plus de salaire, au lieu de verser plus de congés, tes employés qui ont des familles, ils vont apprécier le fait que tu vas offrir autre chose. Et autre chose, dans le fond, on parle d'assurance collective. Qu'est-ce qui est important dans l'assurance collective? Il y a 3 grands piliers au niveau de l'assurance collective. C'est l'assurance invalidité, on vient d'en parler. Ouais. L'avantage d'une assurance collective versus un régime individuel, par exemple, c'est que d'une part, ça coûte beaucoup moins cher. Vu qu'on assure un groupe de personnes, on n'assure pas une seule personne, un seul individu. Alors, on assure un groupe de personnes, donc on est capable d'avoir beaucoup plus de couverture à moindre coût que si on voulait s'assurer individuellement. Exact. Autant pour de l'assurance vie, l'assurance invalidité, l'assurance maladie, médicaments. C'est aussi un partage de coûts employeur-employé. Donc, l'employé qui aurait une assurance invalidité personnelle doit payer au complet. Là, on partage les coûts entre l'employeur et l'employé. Soit on va voir 50-50 la majorité du temps, mais le minimum qui est requis, c'est 25 de l'employeur. Bref. Alors, il y a un partage de coûts entre l'employeur et l'employé. Ça vient couvrir les employés 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, tu sais, au travail, il y a CNSST, mais sur la route, il y a la SAC. Mais l'assurance collective... Tu fais des rénaux sur ta maison. Exact, la fin de semaine, peu importe. Il arrive quoi que ce soit, les gens sont couverts. On vient couvrir aussi la famille, donc les conjoints, enfants. Pour l'entreprise, c'est des dépenses qui sont déductibles à 100%. Donc, comme le salaire, c'est déductible, mais c'est plus avantageux fiscalement pour l'employeur d'offrir une prime d'assurance collective à ses employés que d'offrir du salaire supplémentaire. Puis surtout, c'est que ça permet à l'employeur de, comme je disais tantôt, de conserver sa main-d'œuvre de qualité, puis d'aller en chercher d'autres, de faire du recrutement. Donc, tu sais, quand on regarde, on tasse le côté qu'il y a une dépense, on fait juste dire, on vient remplacer un coût de la RAMQ, parce que si on n'a pas d'assurance collective, qu'on n'a pas un conjoint qui nous couvre au niveau des médicaments, on doit s'assurer auprès de la RAMQ. C'est pas gratuit, ça, on l'oublie. Non, parce qu'on ne fait pas un chèque, on n'a pas... C'est 766 actuellement. Okay. Les coûts, c'était 600 pas long. Puis... Depuis 98, dans le fond, depuis que le régime de la RAMQ a augmenté, c'est parti de 175 à l'époque. Puis on est rendu à 766 aujourd'hui. Bref, c'est pris sur le rapport d'impôt, mais c'est 766 qu'on doit payer quand même. Là, on a juste 10 000 médicaments, grosso modo, qui sont couverts par la RAMQ. Alors que l'assurance collective, on va venir couvrir à peu près une liste de 14 000 médicaments. On a des soins paramédicaux, chambre d'hôpital, assurance voyage, toutes les fournitures médicales, les examens médicaux, des scans, des résonances magnétiques, aussi des soins de la vue. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont incluses, l'assurance vie, l'assurance invalidité. Donc, je disais tantôt les 3 grands piliers, l'assurance invalidité, l'assurance vie pour les employés, puis l'assurance maladie médicaments que les gens connaissent. Donc, là, j'ai le goût des fois de faire du pouce parce que là, j'ai comme déjà des gens qui disent « Ah, mais là, telle affaire. » Puis là, vu qu'on n'avait pas de... Bon, on a une petite structure, mais je ne vais pas oublier mes points. Ça va. Que ça se peut, je te coupe puis je devance d'autres affaires que tu voulais dire. Mais tu sais, moi, souvent, quand je mets un régime d'assurance collective en place, il n'y en avait pas avant. Ça a presque tout le temps été comme ça. Tu sais, l'entreprise, elle a grandi, puis je m'en occupe depuis des années, puis là, ils sont rendus là, tu sais. Des fois, il y a la majeure partie des employés qui sont quand même contents, mais là, parfois, il y a des employeurs que là, ils ont de la difficulté parce que
certains employés sont comme, ben moi, j'ai pas besoin de ça. Pourquoi il faut que je souscrive à ça? Parce que, tu sais, c'est obligatoire. Ouais. Puis c'est pas l'employeur. En fait, tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas l'employeur qui vous oblige à y adhérer, c'est la loi, en fait. T'sais. Fait que la RMQ, c'est fait pour le monde qui n'a pas d'assurance collective, en fait. Fait qu'aussitôt que toi, tu as accès à une assurance collective, que ce soit par le biais de ton conjointe ou par ton employeur, ben tu te dois d'y adhérer. Autrement, sous peine de pénalité, autant pour l'employeur que pour l'employé. Fait que, tu sais, des fois, je sais qu'il y a un petit combat, tu sais, à ce niveau-là. Tu vois ça comment? Ben quand écoute, tu parles de ça des employeurs qui disent, ben moi, j'en ai pas besoin, ou mes employés n'en veulent pas. Oui. Parce qu'une majorité d'entre elles, ont un conjoint qui les couvre l'assurance maladie médicaments. Ouais. Alors, comme tu as mentionné, c'est d'abord le fait que l'entreprise n'ait pas d'assurance en place oblige les employés qui ont des conjoints, qui ont des assurances, à s'assurer avec eux, parce que, comme tu disais, c'est la loi de la RMQ qui oblige. Si un des deux n'a pas d'assurance collective et l'autre oui, ben celui qui a des assurances doit obligatoirement prendre. Donc, ça, c'est le premier point. Mais l'autre point, c'est que si on mettait un régime d'assurance collective dans cette entreprise-là qui n'a pas d'assurance en place actuellement, ben ce qu'il faut juste dédouaner ou juste rectifier auprès de ces employés-là, c'est de dire, ben, hey, sais-tu quoi? Ton employeur, parfait, si tu as déjà de l'assurance maladie médicaments avec ton conjoint, tu peux conserver cette assurance-là. Tu n'auras pas besoin de payer ça avec ton propre employeur ou de le payer en double. Cependant, l'assurance collective qui va être mise en place va offrir aussi l'assurance vie et de l'assurance salaire que ton conjoint ne te couvre pas pour. Il va t'offrir également possiblement de la télémédecine, des soins de la vue, peut-être un programme d'aide aux employés que le régime de ton conjoint ne t'offre pas à toi. L'assurance salaire, on parlait, c'était la protection la plus importante. Donc, dès là, tu auras accès à ça. Puis, tu sais... Un régime exempté aussi, parce que ça s'appelle exempté. C'est ça. Mais c'est pas exempté, j'ai pas de couverture, mais ça s'appelle exempté quand même. On va les exempter de la portion maladie médicaments. Ben c'est ça, mais ça coûte pas cher. Moi, j'en fais tous les jours de ça, puis je te dirais, règle de pouce, là, c'est sûr que ça varie entre chaque groupe, puis selon la taille, puis tout ça, mais règle de pouce, là, ça coûte à peu près en moyenne entre 10 à 20 $ par 2 semaines. Souvent, les entreprises ont des payes aux 2 semaines. Donc, 10 à 20 $ aux 2 semaines pour avoir de l'assurance vie, qui équivaut souvent à une fois le salaire de la personne. L'assurance invalidité, qui peut se rendre jusqu'à 65 ans. Toujours sans preuve de santé, je me répète. Puis, tout ce qui vient avec. Donc, la télémédecine, les maladies graves. Donc, toute autre couverture qui vient. Donc, on exempte la personne du volet assurance maladie médicaments, mais on la couvre pour les autres choses. Puis l'autre chose, c'est que si l'assuré dit, ben moi, j'en veux pas, puis je veux pas avoir d'assurance collective dans mon entreprise parce que je suis assureur, là, t'empêches ton employeur d'offrir un avantage supplémentaire aux autres employés. De deux, les employés qui n'ont pas d'assurance avec un conjoint ou une conjointe, ben eux autres, ils se trouvent à avoir la RMQ, puis tu leur donnes pas la possibilité d'avoir accès à une assurance collective. Donc, tu sais, c'est un peu... Mais on peut faire des classes, par exemple. Tu sais, dans le sens que là, je ne veux pas nous mettre dans l'eau chaude, comme on dit, en disant ça, là, parce que, tu sais, il faut que ça soit, quand vous faites des classes, il faut que ça soit vraiment des vraies classes. Là. Ben, les classes d'employés vont être... Les classes d'employés vont être en fonction de l'occupation de la personne ou des rôles et des postes. Fait qu'on peut faire des catégories. Mettons bureau puis les ouvriers, mettons, ils n'en veulent pas ou, tu sais, ils sont couverts par la CCQ. Exact. C'est ça, oui. Fait que, tu sais, tu peux assurer juste ton monde de bureau. Parce que des fois aussi, on dit, puis là, on parle plein de mythes, là, mais je devance, là. Parce qu'on s'était dit, on va parler des mythes. On y va. On y va. Oui. Mais, mais là, tu sais, moi, ils sont couverts avec la CCQ. Ouais, mais ton personnel de bureau, lui, il l'est pas, mettons. Mais des fois, ils sont juste 2, 3. Fait que là, de un, on peut couvrir juste ces personnes-là. Puis, deuxièmement, ça arrive à un autre point que on n'est pas assez. T'sais. Fait que là, il y a comme 2 points que je voulais qu'on aborde, mais ça se fait là, de couvrir juste une partie des employés. C'est juste important de distinguer des couvertures des classes différentes entre les fonctions puis des catégories différentes entre les couvertures individuelles, familiales, monoparentales, couple, exemptées. On ne peut pas faire de catégories spécifiques. On ne pourrait pas dire toutes ceux et celles qui ont une couverture avec leur conjoint, on les assure pas. C'est ça. Pas faire ça. Donc, on peut faire des catégories en fonction de leur emploi ou de leur occupation ou de leur rôle, mais bref. Mais tu sais, c'est ça. Fait que, l'élément de « je veux pas besoin d'assurance, mes employés ont déjà de... » Ça, c'est la fois que j'entends le plus souvent. Oui. D'autres choses qu'on va entendre souvent, c'est ça coûte trop cher les assurances, j'ai pas moyen de ça. Bon. Avant, c'était peut-être vrai. C'est sûr que ça coûte
cher plus on est un petit groupe de 3, de 4, de 5. Ben ouais, je suis curieuse que tu parles du avant parce que, tu sais, moi, comme je disais, ça fait, ben là, en fait, 2015, puis on va dire que j'ai commencé à en faire réellement en 2017, mettons. Fait que ça fait vraiment moins longtemps que je fais de l'assurance collective que toi. Puis souvent, j'ai des employeurs que j'ai assurés, qu'on a maintenant dans nos groupes, mais qui m'ont dit, hey, dans le temps, j'avais fait faire une étude, puis c'était vraiment plus cher que ça pour les mêmes types de produits. C'est quoi qui s'est passé? Parce que moi, j'ai manqué ce bout-là. Ben, d'une part, les assureurs se sont adaptés aussi. Okay. Comme je disais tantôt, on a beaucoup de PME. Ouais. Puis, donc, les assureurs offrent des programmes adaptés aux PME. Il y a aussi eu l'émergence de regroupements de PME. Chez nous, on en offre quelques-uns. Donc, quand tu peux avoir accès à un regroupement, que ce soit de ton industrie ou un regroupement de PME, comme nous, on offre, ben à ce moment-là, on est regroupé. Donc, au lieu d'assurer un groupe tout seul de 5 employés, 10 employés, ben si tu fais partie d'un regroupement de 200 PME comme la tienne, ben on vient chercher du volume, on vient chercher de la stabilité. Ça nous permet de négocier de meilleures ententes, moins de risques, exactement. Le risque est réparti. Donc ça existait peut-être moins dans le temps. Puis là, j'ai le goût de dire, ouais, mais là, ceux qui sont dans un regroupement, c'est juste les mauvais groupes et tout ça. Il y en a que ça peut être le cas, mais il y a des groupes qui sont sains aussi, dans le sens que tu peux pas rentrer là si t'es un mauvais groupe non plus. Là, parce qu'à l'entrée, c'est pas parce que tu es une PME qu'automatiquement tu as accès à un regroupement de PME. Ça, c'est un des critères. Mettons, chez nous, on a un regroupement de PME de 3 à 25 employés. Bon. Alors, ça, c'est le premier critère. Mais deuxième critère, il y a une question de rentabilité, puis une question aussi d'historique. Alors, l'assureur, il ne soumissionnera pas sur ton dossier si tu es une PME qui n'a pas d'assurance en place. Tu vas devoir avoir un historique d'au moins 2 à 3 ans avant que le regroupement regarde ton dossier. Ça, c'est une chose. Si ton dossier est problématique, il est très peu rentable ou on perd beaucoup d'argent dans ton dossier, le regroupement, il ne te regardera même pas parce que justement, on ne veut pas rentrer des groupes toxiques qui vont venir détruire le regroupement. On veut que ça y ait une pérennité. Une fois que c'est rentré dans le regroupement, si par la suite, il arrive des cas d'achat de médicaments avec des gros montants puis que l'expérience du groupe se détériore, bon, il va y avoir des ajustements. Le groupe ne se fera pas mettre dehors pour autant. Une fois qu'il est dedans. Mais tu sais, donc il y a des critères d'éligibilité avant de rentrer dans un regroupement de PME, par exemple. Donc, puis malheureusement, je fais un aparté là-dessus parce que tu dis des groupes toxiques, c'est pas qu'il y a des mauvais groupes, mais malheureusement, des fois, il y a des employés qui ont des besoins, puis ça, on peut pas le savoir d'avance, puis ça se demande pas, à l'embauche, tu consommes des médicaments. Non, puis tu t'ouvres une porte aussi, dans les enjeux qu'on voit de plus en plus dans les, je vais dire, 2 dernières années au maximum. Depuis l'arrivée des médicaments de type Ozempic, les médicaments contre l'obésité, ben ça, il y a eu une explosion d'utilisation de ce type de médicaments-là. Il y a eu une explosion de réclamation de ce type de médicaments-là chez les assureurs. Donc, il y a une explosion des coûts parce qu'ils sont très dispendieux, ces médicaments-là. Donc, ça, c'est un autre enjeu là, qui n'existait pas il y a quelques années qu'on doit composer avec. Donc, les assureurs aussi ont réformé un peu leurs critères pour accepter un Ozempic, par exemple, pour prendre cet exemple-là, ben c'est réservé aux gens qui traitent le diabète. Oui, tu peux pas dire j'ai le goût de perdre du poids. Puis... Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, ça va être va au gym ou utiliser une autre solution. Mais va voir la nutritionniste et ça inclut dans ton plan. Exact. C'est ça. Donc, mais je reviens à la prémisse, on disait que ça coûte trop cher. Ben, des regroupements, ça existe peut-être pas ou il y en avait peut-être moins. Les régimes ont été adaptés. Puis aussi, ben les régimes sont flexibles, contrairement à peut-être avant. On peut mettre des paramètres peut-être un peu moins généreux, un peu, juste pour que ça soit accessible au niveau financier. Fait qu'on n'est pas obligé d'avoir la Cadillac quand on a un groupe de 5. Là, on n'est pas obligé d'avoir des soins dentaires, on n'est pas obligé d'avoir des lunettes. Souvent, il y en a qui s'emballent un peu au début, puis là, je leur dis, commencez par la base. Oui. Vous allez voir, après ça, c'est comment que le régime se comporte avec vos employés, puis tu essaies de faire on en parlait, comment réduire les coûts tantôt, là. On l'oubliera pas. Mais moi, je vois le temps filer. Mais, il y a toujours... T'es mieux d'aller plus petit puis de construire ton régime. Puis, ça m'amène au prochain point. C'est quoi que tu mets dans un régime? Au départ, quand que... Là, ça va dans tous les sens, mes questions. Mais écoute, non, ça va, c'est parfait. C'est quoi que tu mets dans un régime, au départ? Justement, je parlais que souvent, c'est des nouveaux régimes, fait qu'on y va avec la base. Mais il y a tellement de choses qu'on peut mettre dans un régime. Je veux dire, le régime le plus standard, ce qu'on utilise, mettons, à 80%. Oui. C'est notre steak, badin, patate. Là. C'est ça. Ben, on va mettre de l'assurance vie pour les employés.
Ça, c'est obligatoire au régime de toute façon. Régime de base, là, si tu n'as pas ça, tu n'en as pas. Exact. C'est santé. C'est assurance vie puis assurance maladie médicaments. C'est ça. Fait que, quelqu'un qui dit, moi, je veux juste des médicaments, on ne peut pas offrir ça. Ça prend minimalement de l'assurance vie. Bon. Alors, l'assurance vie, généralement, on va offrir une fois le salaire des employés, mais parfois, on peut mettre un montant fixe. Oui, c'est 10, 15, 20 000, je pense, dépendamment de l'assureur. Exact, c'est ça. Fait que, si on veut avoir un régime minimaliste qui ne coûte pas trop cher, mais juste avoir une petite protection de base, bon, on n'est pas obligé de mettre une fois le salaire. On peut mettre un montant de 10 000 20 000 Fait que ça, c'est la base. Après ça, ben, on va retrouver de l'assurance invalidité. Dans notre domaine, on a 2 types d'assurance invalidité. On a celle qu'on appelle la courte durée, qui va venir couvrir les 4 premiers mois, généralement les 4 premiers mois d'invalidité. Souvent, on va faire assurer dans les PME, surtout, on va faire assurer ces 4 premiers mois-là par l'assurance emploi. Si je ne me trompe pas, quant à la courte durée, pour les plus grosses un peu, il y a un rabais aussi que tu as avec l'assurance emploi. Oui, c'est ça. Donc, si on en met en place une assurance salaire de courte durée, ça veut dire que l'assurance emploi ne sera pas le payeur en cas d'invalidité pour les 4 premiers mois. Donc, à ce moment-là, l'assurance emploi donne une réduction de la cotisation à l'employeur sur son taux de cotisation à l'assurance emploi. Fait que ça peut être un retour intéressant. Mais ça reste que de l'assurance invalidité, on s'entend, les risques sont plus grands qu'il arrive des maladies, des cas d'invalidité entre une journée et 4 mois qu'au-delà de ça. Exact. Bref, alors il y a de l'assurance salaire de courte durée pour les 4 premiers mois qu'on ne met pas souvent dans des régimes de petite taille, mais qui peut être offert. Sinon, on a de l'assurance salaire de longue durée qui commence après 4 mois, puis qui, là, elle peut se rendre jusqu'à 65 ans. Donc, ça, c'est ce qu'on voit tout le temps. Tu sais, l'assurance vie, l'assurance salaire de longue durée, évidemment, notre assurance maladie médicaments qui va venir remplacer la REMQ, d'une part, avec plus de couverture. Donc, on parlait des soins paramédicaux. Généralement, on va mettre 300 $ par année par spécialiste. Oui. Puis on peut les combiner avec des spécialistes similaires parce que malheureusement, il y a eu de l'abus des employés, mais aussi parce que c'est une fraude, en fait. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent ça, mais dans des formations qu'on a eues, puis nos UFC, ça revient souvent. Là. Fait que, autant du côté de l'employé, là, je vais vous l'expliquer parce que je n'ai pas expliqué c'était quoi. Mettons, tu vas voir ton massothérapeute, puis là, il y a ses licences en ostéopathe, mettons. Ben là, si tu as pris tout ton 300 $, comme en massage, ben il te reste 300 $ en ostéopathe. Fait que là, il dit, ben, je vais te passer en ostéopathe, mais en réalité, c'est 600 $ de massage que tu as eu. Fait que ça, c'est par l'assureur, là, si l'assureur découvre ça, j'ai des histoires aussi que j'ai vu que c'était d'autres types de salons de massage, mettons que, en tout cas, j'ai vu des cas, là, des fois. Qui étaient listés dans le journal, dans une rubrique du journal. Oui, c'est ça. Mais tu sais, ça, c'est considéré comme la fraude. Fait que c'est ça. C'est pour ça que maintenant, on voit des combinés pour justement éviter ce genre de choses-là. Ça peut faire partie des façons de faire pour réduire nos coûts. Exact. Puis bon, après ça... La maladie grave. On peut mettre de la maladie grave, la télémédecine, c'est quasiment tout le temps d'office. Non, mais en fait, il y a tout ce qui est assureur québécois. Oui. Ne l'offre pas par défaut. Alors que les life ou l'inverse. Fait que certains assureurs l'offrent par défaut, d'autres pas, mais dans tous les cas, il y a moyen de l'ajouter si elle n'est pas faite par défaut, mais souvent, elle vient dans les régimes par défaut. Programme d'aide aux employés, soutien psychologique aussi qui peut être ajouté à ça. Puis, surtout pour les PME, parce que souvent, tu n'as pas quelqu'un qui s'occupe des ressources humaines à l'interne. C'est le président qui a tous les chapeaux. Là, fait que, ça arrive souvent. Puis, on parlait de notre rôle un peu tantôt, mais dans des situations où ça peut être des cas d'invalidité plus complexes, ça peut être dans des réclamations qui accrochent. On est là aussi pour aider, donner un support aux employeurs. On n'est pas juste là pour présenter des renouvellements une fois par année, envoyer une facture une fois par mois. Dans le fond, on est là pour les accompagner, pour les éduquer, pour les représenter. Exact. C'est vraiment comme si on était un intermédiaire entre l'assureur puis l'employeur. Moi, je suis toujours l'employeur. Au lieu de faire un 800 employeur, un 800 assureur, puis attendre 2 heures en ligne, puis parler avec une personne du service à la clientèle qui va être très gentille, mais qui ne pourra pas agir sur quoi que ce soit de décisionnel, ben, fais un 800 Caro, un 800 Stéphane. Là, nous, on a des boutons rouges, on a des téléphones rouges qu'on appelle nos contacts chez les assureurs, puis qui nous font débloquer les enjeux qu'ils peuvent avoir. Exactement. Puis là, une fois qu'on a mis le régime en place, on n'a pas parlé des autres affaires, mais sinon, c'est parce qu'il y a trop de choses à parler. Finalement, il y a les renouvellements. Fait que là, le renouvellement, parce que les gens, ils disent, bon, je le mets en place, mais là, ça va toujours rester le même prix. Mais
non, en fait, c'est jamais le même prix. Ça peut être à la baisse, ça peut être à la hausse. Mais là, ta première année, c'est là que tu vois si... Là, ça m'amène 2 choses, ta question. Oui, vas-y. La mise en vigueur en soi, tu sais, les gens, parce qu'avant d'aller de l'avant, tantôt on disait dans les mythes ou dans les préjugés que les employeurs peuvent avoir, de dire, ça coûte trop cher. Un autre des préjugés, c'est de dire, c'est bien trop compliqué de l'assurance collective. J'ai une petite PME, j'ai pas le staff, j'ai pas... En fait, l'assurance collective, là, le plus long, c'est de le mettre en place. C'est d'aller chercher des informations, de faire l'appel d'offres, de mettre ça en place. Ça, c'est la portion la plus fastidieuse, on va dire, puis c'est pas si pire que ça. On est là. Tu l'as jamais fait, mettons. Exact. On accompagne les jeunes à ce temps-là. Mais une fois que ça s'est mis en place, après ça, il n'y a pas tant de roulement de personnel, il n'y a pas tant de changement de salaire en cours d'année. Oui, il peut y avoir des ajouts d'employés ou des départs, mais c'est ponctuel. Puis l'autre chose, c'est que nous, on est là pour les accompagner. Donc, on ne laisse pas aller, une fois que le régime est mis en place, on ne laisse pas aller notre employeur, organise-toi tes affaires, puis appelle un 800 assureurs s'il y a quelque chose. C'est ça. Non, on les accompagne. D'abord, on a une plateforme web qu'on met à disposition, une plateforme de gestion web qu'on met à la disposition de tous nos clients. Fait que les employeurs, on leur donne... C'est pas un fichier Excel. C'est pas un fichier Excel. Quand j'ai commencé en 99, c'était des fichiers Excel. Mais il y en a encore qui fonctionnent comme ça. Là. Moi, ça me fait capoter. Donc, on est passé à l'ère numérique. Donc, on fait ça. Donc, on leur offre à nos clients une plateforme dans laquelle ils vont aller faire leur gestion, 24/7 accessible. Donc, tout ce qu'ils font... Une gestion d'aide pour les payes, en fait. Exact, c'est ça. Fait que, s'ils ont un changement de salaire, un ajout d'employé, un départ, un changement de couverture, ils font juste aller sur la plateforme, font le changement, puis ça s'enregistre, puis ils ont tout de suite à leur écran les nouveaux montants là, qu'ils doivent charger au niveau des payes. Mais bref, on les accompagne, on leur donne une formation pour l'utilisation. Ensuite de ça, comme je disais tantôt, durant l'année, s'il y a des réclamations qui accrochent, des questions sur leur contrat, peu importe, on a notre service à la clientèle chez vous, chez nous, qui permet de donner Vous avez comme support. 3 services à la clientèle, non? Oui, tu sais. Toujours un 800 carreaux dans un premier temps, mais si 3 carreaux, le problème a fait un 800 Stéphane, c'est ça. C'est ça. Mais bref, on laisse pas aller de client liste. Exact. C'est comme ça. Fait que c'est pas tant de gestion que ça. C'est de le mettre en place. Puis, comme je dis, on met un service d'Internet ou de télévision à la maison, avec Bell, Vidéotron, peu importe. Une fois que c'est mis en place, on ne touche pas à ça. Exactement. Sauf au renouvellement. Alors, les renouvellements, lorsqu'il arrive le temps, nous, on est, comme moi je disais tantôt, mon background, je suis un ancien assureur. Fait que j'ai commencé en étant de l'autre bord de la clôture. Fait que je sais très bien comment fonctionne le thinking des assureurs ou leur marge de profit. Fait que, moi, je sais exactement où aller gratter, puis aller... puis les gens, ça fait 25 ans que je suis dans le domaine. Fait que quand on appelle des assureurs, je leur donne mes arguments, leur dis pourquoi que ça devrait être comme ça. Puis, on fait de la négociation à la base pour nos clients. Puis si on juge que c'est pas adéquat, si on juge que c'est trop cher, si on juge qu'on pourrait avoir une meilleure option en allant sur le marché, on va le proposer à nos clients. Ça, c'est une façon aussi d'économiser. Pas d'aller au marché à chaque année dans l'assurance collective. J'avais le goût de rebondir là-dessus parce que, il y a des gens de l'industrie, des fois, qui peuvent dire « Hey, soumissionne avec moi, ça va être moins cher. » Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que on a tous les mêmes assureurs. C'est ça. On parlait tantôt d'une douzaine d'assureurs. Il y a certains courtiers qui font affaire juste avec une certaine quantité d'assureurs, même pas avec tout l'ensemble. Nous, on fait affaire avec tout l'ensemble des assureurs. Puis quand on fait l'appel d'offres, mettons à l'année 1, on a fait le tour de tous les assureurs, on a décidé d'y aller avec l'assureur A. Bon, l'assureur A, lui, contrairement à de l'assurance auto-habitation, l'auto-habitation, on fait pas des réclamations à chaque année. Là, c'est ça. C'est ça, on assure des biens aussi dans l'assurance auto-habitation. Fait qu'on peut aller au marché à chaque année. Puis il y a plus d'assureurs aussi dans le domaine-là. L'assurance collective, comme on assure des personnes, d'une part, qui a des réclamations, notamment au niveau des médicaments, à la base, il y a des primes qui rentrent, il y a des réclamations qui sortent. Chaque assureur, bien que ce soit tous des compétiteurs, ont tous la même réalité. Tu dis, moi, si je suis assuré chez toi ou je suis assuré sur l'autre assureur, si je réclame comme groupe 10 000 par année de médicaments, je vais réclamer 10 000 Fait que l'assureur A, B ou C, ultimement, il va falloir qu'il te charge au moins ton 10 000 que ça te coûte, plus leurs frais de gestion. Donc, à un moment donné, rien ne se perd, rien ne se crée. Fait que chez les assureurs, puis je peux t'en parler comme ancien assureur, on garde toutes les demandes de soumission pendant une période d'à peu près 10 ans dans leur banque. Fait que là, quand tu amènes un dossier au marché, s'ils se rendent compte que chaque année, à chaque 2 ans, un groupe retourne systématiquement au marché parce qu'il y a une augmentation de proposés, l'assureur, bien qu'il est un compétiteur, va se dire, hey, c'est quoi, si ce dossier-là vient chez nous, je vois l'historique qui est fait. Chaque fois qu'il y a eu une hausse des anciens assureurs, il a cherché à sortir de là. Moi, comme nouvel assureur, ça serait quoi mon avantage d'aller chercher un groupe comme ça, si je sais très bien que
pour aller chercher, il va falloir que je missionne plus bas que l'assureur actuel. Puis 2, quand va venir le temps de remonter mes primes si je suis déficitaire, que le groupe va vouloir aller au marché, pas intéressant. Donc, on va juste faire barrer de clients auprès des assureurs. Ça. Fait qu'il faut faire attention de ne pas se laisser appâter par ça, parce que ça peut vous nuire cette stratégie-là d'approche, mettons. Ouais. Souvent, les gens vont le faire une fois sans le savoir quand c'est un nouveau dossier. Puis on dit, j'ai le courtier Jean-Guy, le voisin de mon cousin, le cousin de mon voisin qui me propose de meilleur prix. Mais au pire, si vous voulez aller avec votre cousin, ils peuvent transférer le dossier tel quel. Là, puis protéger justement le travail qu'ils ont fait dans les dernières années. Le choix de l'assureur, c'est une chose. Puis le choix du courtier, c'est une autre chose. Souvent, ça vient ensemble, mais on peut très bien choisir un courtier qui va nous changer d'assureur ou changer de garder notre assureur puis changer de courtier. Oh oui, ça peut arriver. Alors, les renouvellements, on essaie de... d'abord, on travaille pour eux, mais on essaie d'aller au marché aux 3 ans, mettons, ou 4 ans, là, pas minimum, trop régulièrement. C'est ça. Puis... ça ressemble à ça. Puis sinon, on regarde systématiquement, lors des renouvellements, on regarde les tendances, puis on propose au groupe d'aller les rencontrer, de faire des rencontres d'employés parfois, ou de faire un communiqué, juste résumé aux employés, dire, hey, savez-vous quoi, cette année, on a payé comme groupe, on a payé, pour chaque dollar qu'on a payé à l'assureur, on en a réclamé 1,25, par exemple. Alors de là, l'augmentation de 12 % qui nous est proposée. Bon. En l'expliquant, ça fait mieux passer, ça fait mieux comprendre et passer l'augmentation, mais c'est pas toujours des augmentations. Là. On remarque dans le temps que plus un groupe reste longtemps chez un assureur sans retourner au marché, plus la tendance s'amène vers des maintiens. J'en ai déjà eu des maintiens comme ça, ça faisait... Des maintiens de coûts, même des baisses de coûts, c'est ça. Il faut juste que les gens acceptent que ça se peut qu'à l'année 1, qu'on n'avait pas d'historique, qu'il y ait un ajustement à la hausse. Ça se peut qu'à l'année 2 aussi. Mais à long terme, notre portrait de réclamation, on va dire ça comme ça, tend à se ressembler. C'est vrai, je viens de penser, je m'excuse, parce que je viens d'avoir un super bon point qui est ressorti souvent, parce que, tu sais, maintenant, il y a certains avantages du gouvernement là, pour le dentaire. Oui. Puis là, les gens disaient, dans les personnes qui disaient qu'il n'y avait plus besoin d'assurance collective, là, pourquoi je prendrais ça? T'sais, on a les médicaments, on a le dentaire, on a ci. Fait que ça, je pense que ça serait quand même important d'en parler parce que c'est comme un mythe qui est mal expliqué, je pense, au niveau du dentaire. Du régime canadien de soins dentaires. Oui. D'abord, chez nous, on a un regroupement de cliniques dentaires qu'on assure. J'ai un contact assez direct avec pas mal dedans, là. Avec les propriétaires, les dentistes propriétaires. Puis, malgré le fait que le programme existe au Canada, au Québec, ça ne fait pas l'unanimité chez les cliniques dentaires. Puis je t'explique pourquoi. C'est que le programme offre, dans le fond, des remboursements de soins dentaires à des taux ou à des prix qui sont pas mal fixés d'avance. Puis au Québec, les tarifs qui sont proposés par le régime canadien est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas que ce que ça coûte aux dentistes dans la réalité. Je te donne un exemple. Mettons, le régime canadien va rembourser 60 $ pour un nettoyage de dents, alors que chez le dentiste, ça lui en coûte en réalité 180. Parce que on a des employés qui coûtent beaucoup plus cher aujourd'hui vu le manque de main-d'œuvre, les locaux, tout ça. Bref, la technologie. Donc, le dentiste qui a le choix de prendre un patient qui va charger le prix parce que c'est ce que ça coûte, ou l'autre qui arrive et dit, moi, j'arrive avec une carte cadeau de 60 $ du régime canadien. Ils ne sont pas obligés de vous servir. Non, c'est ça. Il y a une grande majorité, pas tous. C'est du privé, là, du dentaire. Là, exact. Il y a une grande majorité de cliniques dentaires, de dentistes propriétaires qui décident juste de ne pas offrir de services pour le programme de soins dentaires. Il faut faire attention avant de prendre une telle décision. Je me souviens qu'on avait déjà eu cette conversation-là. Puis, c'est ça. Fait que, puis là, tu as parlé vite des tendances aussi pour 2026. C'est quoi que... Ah, puis, attends, avant qu'on aille dans les tendances. Ça prend combien de personnes pour le mettre en place? C'est 2 minimum, mais 2 minimum, faut pas que ce soit dans la même famille. Oh non, c'est ça. 2 minimum, je dirais, il y a peut-être un assureur qui offre ça, peut-être 2. C'est très, très, très limité. Puis ça va coûter assez cher vu qu'on a juste 2 personnes. C'est juste en termes de frais de l'assureur. Les primes d'un employé ou des 2 employés vont à peine couvrir les frais de l'assureur. Fait que je dirais pour bien faire 3. Oui, 2, c'est possible, mais pour bien faire 3. À partir de 3, on en a déjà un petit peu plus. On a déjà accès à un peu plus de
de programme. À partir de 5 employés et plus, on n'a pas de preuve de santé. Donc, il arrive chez certains assureurs qu'à 3 et 4, OK. Ils vont demander des preuves d'assurabilité en assurance vie et assurance invalidité. Pourquoi ils ne s'assurent pas en individuel rendu là, puis il doit avoir une raison peut-être? Ben, c'est que le risque est plus grand. Si tu assures 3 personnes versus 20, donc à partir de 5, aucune preuve d'assurabilité qui est demandée. Dans nos regroupements qu'on a, même si le groupe a 3, là, il n'y en a pas de preuve d'assurabilité. Mais il faut que tu aies un historique pour rentrer dedans. Exact, c'est ça. Il y a certaines contraintes. C'est ça. Mais à partir de 3, je te dirais, on a accès à plus d'éventail, qui est quand même limité un peu plus à 3, mais à 3, mettons, on est capable de faire quelque chose d'intéressant. La grande question, parce que moi, des fois, le monde, il me parle de ça, puis ils sont comme, mais comment ça coûte? Il n'y a personne qui est capable de me le dire. Mais la réalité de pourquoi on n'est pas capable de vous dire, c'est parce que c'est pas comme dans l'individuel que c'est un homme de 40 ans non funèbre. Moi, je suis capable de te le dire. Oui, mais pas à scène près. Non, pas à scène près. Mais pour donner un ordre de grandeur, parce que l'employeur qui ne connaît pas ça, ça coûte-tu 1 000 5 000 20 000 Comment ça? Par employé. Juste me donner un ordre de grandeur. Bon. Oui, c'est ça. Moi, ça fait 25 ans que je suis là-dedans, je le vois. Encore une fois, on part de la prémisse que chaque groupe est différent. Exact. Qu'un groupe plus grand, plus petit, avec un âge moyen. Pas, bon. Parce que, d'habitude, c'est pas lui qui en a qui me demande combien la fameuse ça coûte, règle de pouce. On va dire une règle de pouce. En assurance collective, règle de pouce, ça coûte à peu près 2 000 par année par employé. Grosso modo. Évidemment, un plan individuel va coûter moins cher. Un plan familial va coûter un petit peu plus cher. Quelqu'un qui est exempté, qui est couvert par le conjoint, ça va coûter moins cher. Mais mettons qu'on se fait un ordre d'idée, là, juste budgété. Tu as 10 employés, calcule 20 000 ça va être à peu près ça. À plus ou moins. Parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est quand on fait une mise au marché, on fait un appel d'offres, mais c'est pas nous qui décident du prix. C'est comme s'ils soumissionnent à leur prix à eux, comme dans n'importe quoi. Fait que c'est pour ça que ça varie, puis ça va varier selon l'industrie. Puis tu vas remarquer, Caroline, quand on fait un appel d'offres auprès de groupes qui n'ont pas d'assurance, qui n'ont pas d'historique, là, les assureurs n'ont pas d'historique sur quoi se baser. Fait que chacun y va avec ce qu'ils pensent en fonction de leur portefeuille à eux. L'âge, le type d'industrie. Oui. Mais on va remarquer quand on fait un appel d'offres dans un groupe qui n'a pas d'assurance, que les écarts de prix d'un assureur à l'autre sont vraiment très grands. On va avoir du simple au double pour aucune raison. C'est juste que l'assureur, lui, il se positionne comme ça, puis l'autre assureur se positionne plus agressivement, peu importe. Mais quand on a un régime qui est en place depuis 1 an, 2 ans ou plus, ben là, l'historique fait foi de tout. Fait que là, les assureurs se basent là-dessus. Puis là, on se retrouve avec des écarts de coûts beaucoup plus rapprochés, généralement. Exact. Ouais. J'allais les tendances. Bon, les tendances, je n'avais pas oublié, mais j'étais là. J'ai parlé tantôt de l'utilisation des médicaments d'obésité. Fait que la hausse des coûts est vraiment plus importante. La santé mentale depuis plusieurs années aussi. Hein? Oui. Santé mentale, ça fait quelques années, ça. On voit de plus en plus d'utilisation. C'est une bonne chose. On voit de plus en plus de transmission d'informations. On informe les gens, puis les gens sont plus sensibilisés à ça. Donc, il y a plus d'utilisation. Mais ça, encore là, il y a des programmes qui sont offerts. Puis, fait que oui, il y a quand même beaucoup de cas d'absentéisme dus à des... Depuis la COVID, je pense, ça l'a vraiment... principalement, là, c'est ça. Fait que, les hausses de santé mentale et d'absentéisme sont remarquées ou sont prévues. L'inflation des médicaments, surtout à cause de l'utilisation des médicaments contre l'obésité. La mutualisation dans le fond, au Canada, tous les groupes d'assurance collective ont l'obligation d'avoir ce qu'on appelle une mutuelle, un seuil de mutualisation qui fait que comme une assurance d'assurance. C'est une réassurance. Ouais, c'est vraiment une réassurance que tous les contrats d'assurance collective doivent avoir, qui vient protéger les employeurs d'avoir des employés qui pourraient utiliser des médicaments très dispendieux. C'est ce que je disais tantôt. Oui. Si on ne peut pas savoir l'utilisation avant. C'est ça. Il y a une certaine protection. Donc, si j'embauche ou je mets en place un régime d'assurance collective, on n'a pas le pedigree médical de tous nos employés. Puis des fois, c'est même pas l'employé, ça peut être le conjoint, les enfants qui ont l'utilisation de médicaments dispendieux. Fait qu'à ce moment-là, on a des seuils de mutualisation qui fait en fait c'est un arrêt de perte. C'est un genre de plafond que lorsqu'un employé ou ses personnes à charge réclament beaucoup de montants de médicaments, ben, jusqu'à un certain seuil, à un moment donné, il y a un arrêt de perte. Ça veut dire que l'employé qui réclamerait un montant très important de médicaments, si l'arrêt de perte est à 10 000 par exemple, ben, au-delà de ça, la mutualisation va venir prendre l'expérience. Charge, oui. C'est ça. Mais il y a un coût à ça. Pour avoir un seuil, plus on est un petit groupe, plus le seuil va être bas, plus on augmente en nombre d'employés, plus notre seuil va être élevé. Mais le frais qui vient avec ça est en conséquence. Si j'ai un petit seuil bas, ben, c'est comme une assurance auto. Si j'ai un déductible à 100 ça va me coûter plus cher que si j'ai un déductible à 1 000 c'est le même principe. Mais tu vois, ce coût-là, d'année en année, augmente.
parce que probablement qu'il y a de plus en plus de gens qui défoncent les seuils de mutualisation, donc le coût augmente. Tu as des médicaments spécialisés Exactement. aussi qui coûtent très cher. Fait que c'est un peu ça les tendances du marché. Qu'est-ce qu'ils peuvent... T'avais-tu un autre point de tendance? Non, mais ça m'amenait vers les réductions de coûts. OK, c'est ça. Ouais. J'allais là aussi. Ouais. Fait que j'allais dire qu'est-ce qu'on peut faire pour ceux qui ont des régimes en place pour réduire les coûts. Souvent, on donne des idées, justement, dans nos rapports et tout. Mais il y a quand même des options là, de disponibles. Moi, j'ai 10 idées que je vais faire ça rapidement. Là, en rafale. Se regrouper quand c'est possible, d'aller vers des regroupements, surtout quand on est une PME. Donc, d'aller vers des regroupements si c'est possible, de magasiner ses médicaments. On l'a dit tantôt, les médicaments, ça représente la dépense la plus importante dans un régime collectif. Je dirais sur 100% de ce qui est réclamé dans un régime collectif, normalement ou généralement, c'est à peu près 80% qui vient des médicaments. Donc, comme c'est la dépense la plus importante, c'est un peu vers ça qu'on veut pas s'attaquer, mais juste se sensibiliser. Puis, bien souvent, les gens au Québec ne savent pas que des médicaments d'une pharmacie à l'autre le coût peut différencier d'une pharmacie à l'autre. Autrement dit, chaque pharmacien est un commerçant indépendant. Ouais. Et dès le moment où on a un régime d'assurance collective, donc dès le moment où on n'est pas couvert par la RAMQ, où là, les prix sont déjà fixés par le gouvernement, si on est assuré par un régime collectif, le pharmacien, si on va dans 10 pharmacies acheter le même médicament, on va payer 10 prix différents. Et Protégez-vous, faites l'exercice, ils le font en fait à chaque année. Mais moi, j'ai une étude que je traîne dans ma valise qui doit dater de 2015, mais c'est encore vrai. Il disait, on a fait soumissionner 500 médicaments. Ouais. Alors, on a fait soumissionner 25 médicaments à 500 pharmaciens pris au hasard au Québec. Donc, la même liste de 25 médicaments à 500 pharmaciens partout au Québec. Il y a eu des écarts allant jusqu'à 80% d'écart d'une pharmacie à l'autre pour les mêmes médicaments. Donc, OK. Je me rappelle du Lipitor, qui était à l'époque le médicament qui était le plus utilisé à ce moment-là. Le Lipitor qui vient contrôler le cholestérol. Le Lipitor, vendu par la RAMQ, se vendait, là, je veux de mémoire, autour de 80 $. Okay. Donc, il y avait des pharmaciens qui vendaient autour de 80 $ à des régimes privés, à des assurés de régimes privés, autour de 80 $, à quelques dollars près. Puis on allait jusqu'à 150 $ pour le même Lipitor, la même quantité, la même. Donc, tout ça pour dire que on comprend qu'on ne partira pas que notre prescription de médicaments, faire le tour des pharmacies autour de chez nous pour avoir un meilleur prix. Cependant, il existe maintenant des pharmacies postales, des pharmacies en ligne. Il y en a une qui vient en tête, là, vite comme ça, Picard et Desjardins. Ce sont 2 jeunes pharmaciens dans la région de Montréal qui, en 2016, ont décidé de casser un peu la formule des pharmacies actuelles au niveau des ventes de médicaments. Et depuis 2023, je ne me trompe pas, ont décidé de vendre leur prix de médicaments au même coût que la RAMQ pour les assurés de régime privé. C'est-à-dire que, techniquement, ce serait difficile de trouver un prix moins cher sur le marché. Mais je comprends que ça à Montréal, mais eux, dans le fond, leur concept, c'est qu'ils livrent via Post Canada en 24 à 48 heures. Ils ont un site web, ils ont une application mobile. Sur leur site de Picard Desjardins, on va là-dessus. On fait juste inscrire, dans le fond, sur leur page d'accueil. Sur la page d'accueil, on ne peut pas le manquer, il y a un gros onglet qui dit « Faites soumissionner votre médicament ». Donc, tu inscris ton nom de médicament, la quantité de médicaments que tu vas prendre dans un mois et ton adresse courriel. Donc, quand tu fais click enter ou que tu enregistres ça, dans les secondes qui suivent, tu reçois un courriel de leur part qui t'envoie une soumission, te dire, ce médicament-là, si tu l'achètes chez nous, livré chez toi, peu importe où au Québec, ça va te coûter de temps. Eux, ils font des livraisons pour, en fait, ils t'envoient une soumission pour 3 mois. Tu sais, souvent, l'enjeu des médicaments, c'est qu'on arrive à la pharmacie, le pharmacien va dire, non, moi, je peux pas te renouveler plus que 30 jours. Ouais. En réalité, la majorité du temps, pas tout le temps, mais la majorité du temps, le pharmacien pourrait te vendre tes médicaments pour plus que 30 jours. Mais ce qu'il veut faire, c'est que tu reviennes à la pharmacie, chercher tes médicaments tous les mois. Et là, pendant que tu attends tes médicaments, qu'est-ce qu'on fait? On se promène dans la pharmacie, on va chercher d'autres choses, de la pâte à dents, du papier de toilette, peu importe. Une stratégie de marketing. Oui. Fait que, dans le fond, eux te livrent, quand ils te livrent, ils vont te demander pour combien de mois tu en veux. T'en veux-tu pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu choisis. Donc, t'évites ce... mais les autres, ils n'ont rien d'autre à vendre que des pilules, fait que... Tu vois, ils vendent même les produits qu'on retrouverait devant la comptoir. Fait que, si dans ta commande de médicaments, tu as besoin de pâte à dents, tu peux le commander en même temps. Alors, tu sais, ça, c'est une façon de faire, de magasiner ces médicaments. Faire ça en ligne, c'est vraiment un gros point important qui dans le fond, on ne coupe pas nos couvertures, mais on vient juste acheter différemment pour payer moins cher. Je parlais de renouvellement de 90 jours au lieu de 30 jours. Favoriser les génériques. Donc, c'est sûr que quand il y a un médicament générique qui est disponible, techniquement, c'est la même molécule,
médical que le prédit d'origine. À moins d'avoir d'origine. une contre-indication du médecin. Ça pourrait arriver, mais autrement, on paye moins cher pour le générique, dans le fond, la molécule qui va faire le même travail, mais à moins cher. Il y a même des régimes collectifs qui sont obligatoires génériques. Aujourd'hui, la majorité sont comme ça. La majorité sont comme ça. Ça dit, par défaut, si elle est générique, nous, on rembourse le générique. C'est ça. À moins d'un avis contraire. On parlait de soins dentaires. Souvent, dans les régimes, on va avoir des droits de visite, dans le fond, qui vont être remboursés par notre assureur. Fait que ça peut être 6 mois, 9 mois, 12 mois. Donc, si j'y vais aux 6 mois, si mon contrat nous permet d'aller avoir des soins dentaires aux 6 mois, puis c'est ça, c'est 2 fois par année. Donc, techniquement, ça s'accumule. Alors que si tu fais juste mettre ça aux 9 mois, tes droits de visite, tu viens d'étirer les dépenses, c'est ça. C'est une façon de faire. Nous, on travaille beaucoup dans la fiscalité, dans la façon que les primes sont payées par l'employeur à l'employé. Je ne rentrerai pas dans le détail aujourd'hui, mais juste la façon qu'on fait payer les primes à l'employeur à l'employé, on vient réduire les avantages imposables de façon quand même assez substantielle. Fait que, ça, c'est quelque chose que nous, on regarde par défaut, mais qui va permettre de faire des économies. Puis l'autre chose, on va parler d'aller au marché. Pas d'y aller tout le temps, mais d'y aller aux 3-4 ans. Tu vois, si c'est nécsaire, parce que si on ça a des va groupes bien... qui font rien, des groupes là, qu'on sollicite. Puis, le courtier n'est jamais allé au marché depuis 20 ans. Ils ont probablement une bonne relation avec la madame chez l'assureur, peu importe. Le coût de rien faire est beaucoup plus grand que le coût de prendre des actions. Donc, ça, c'est... C'est du stock, là, faire une nouvelle mise au marché, puis après remettre ça en place. Puis là, on le vit en ce moment sur certains groupes. Tu n'as pas tes cartes avant 4-6 semaines. Là, c'est un peu tannant, mais il faut que ça vale la peine au final. Là, c'est ça. Fait que ça ressemble un peu à ça au niveau des... On est pas mal à la fin. Oui. Y aurait-il quelque chose d'important? Parce que là, on est allé un peu partout, mais on a tout dit ce qu'on voulait dire, pareil. Moi, mais il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé, mettons, qui serait vraiment important. Moi, si on a une phrase à se retenir, c'est le coût d'une assurance est beaucoup plus grand de ne pas en avoir que d'en avoir. La question, c'est pas combien ça coûte, c'est combien ça coûte de ne pas en avoir. Parce que ça me coûte peut-être des employés qui ne travaillent pas, qui sont absents. Donc, le coût est beaucoup plus... donc, dans le fond, il ne faut pas voir ça comme... Je reviens à ma prémisse du départ. Ma première prémisse, je disais, les gens voient ça comme une dépense. Vous voyez ça comme un investissement. Parce que vous investissez dans la sécurité de vos employés, vous investissez dans votre entreprise. Merci. Clos là-dessus. J'aurais pas le temps de parler de rente collective, mais bon. Une prochaine chronique. Pour une prochaine chronique. Merci beaucoup. C'est bon, ça fait plaisir. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode. Nous vous encourageons à partager votre avis et vos commentaires ou à prendre rendez-vous avec Caroline pour bénéficier de conseils financiers personnalisés. Pour découvrir notre contenu exclusif, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn au @Service financier Caroline Charret. À bientôt!